Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode durant lequel je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur le post que j'ai publié sur YouTube il y a quelques jours. Je vais premièrement répondre aux questions qui ont été le plus likées, puisque je suppose que c'est aussi celles qui reviennent le plus souvent. Alors on va commencer tout de suite par cette première question, point de vue de l'assurance, comment est-ce que je fais? Ça c'est simple, j'ai un véhicule assuré en assurance classique, euh, qui est actuellement un Mercedes classe R. Et à côté, toutes les autres en fait sont en formule flotte chez Clavel, qui est un assureur assez connu à Lyon. Et donc ce modèle d'assurance me permet de réaliser de belles économies, puisque en fait j'ai un contrat qui me permet d'ajouter un véhicule pour 20 euros par an. Évidemment, j'ai un coût fixe à côté, de l'ordre d'à peu près 200 euros si je me souviens bien. Donc voilà, 200 plus 20 par véhicule, en plus de ce véhicule assuré chez un autre assureur. Ensuite, donc arrives-tu finalement à rentrer dans tes frais réels? Quel est ton métier principal? La moto, c'est pour quand? Alors je vais répondre dans le désordre. La moto, c'est pour quand? Ben, pour hier, puisque j'ai déjà le permis moto. Enfin, si on peut l'appeler comme ça, puisqu'il s'agit du A2, qui me permet de piloter la SV650 que j'ai dans le garage et qui sort bien trop rarement. Mais bon, j'essaierai quand même de m'y remettre un petit peu au printemps. Je vais essayer de dégager un peu de temps pour ça. Parce que sans pratiquer, c'est pas fabuleux quand même la moto. Et puis j'aimerais bien passer le permis simplement dans quelques temps, puisque je vais avoir mes 2 ans d'A2. Donc c'est dans les cartons. Mon métier principal, donc en fait je suis chargé de projet, ce qui veut dire que en fait je dois développer des produits ou des marques dans une entreprise. Et autant vous dire qu'il n'y a strictement aucun rapport avec l'automobile en ce moment. Sur la question des frais, en fait je ne sais pas vraiment parce que je ne calcule pas. J'ai pas d'objectif de rentabilité, en tout cas je m'en fixe pas. J'aime bien réaliser de bonnes affaires. Cela dit, je tiens pas de compte ni quoi que ce soit, encore moins de compte au niveau des heures que je passe sur les véhicules. Ça, ce serait carrément désastreux probablement. J'imagine que dans certains cas, ça m'est arrivé d'arriver à dégager un bénéfice, mais franchement, je sais pas si on peut parler de règles. Euh, je pense que je m'en sors à peu près sans avoir eu à débourser trop de sous, en tout cas, sur la plupart des projets, mais c'est pas une règle immuable, on va dire. Ensuite, pourquoi est-ce que je travaille toujours pieds nus? C'est une question qui revient assez souvent quand même, que me pose Kevin. Eh ben Kevin, je ne sais pas, ça me fait plaisir, j'aime bien travailler pieds nus, hors hiver hein, évidemment. Voilà, pas d'explication, j'ai toujours fait comme ça en fait. Mais c'est vrai que ça semble vous chagriner pas mal. Il faudra s'y faire. Quel petit véhicule sportif conseillerais-tu pour débuter en mécanique? Alors je vais essayer d'ajuster un peu la page, sinon vous n'arrivez pas à tout voir. Hop, on va bouger un peu la caméra. Euh, Déjà, on a tous une notion un peu particulière de véhicule sportif, et il faut dire que des petits véhicules, dans le sens petite cylindrée, j'en ai pas eu beaucoup. Euh, un cas général, je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers des mécaniques qui sont connues comme étant sans problème et pas trop récentes. Euh, Probablement fin années 90, début 2000, vous avez l'embarras du choix en fait, il y a énormément de choses qui me semblent intéressantes. Euh, ouais, j'ai pas vraiment de véhicule qui me vient à l'idée là. En fait, j'ai toujours tendance à aller voir du côté des véhicules un peu délaissés, donc je dirais aller voir chez Alpha, peut-être une 145, même si c'est pas hyper sportif non plus. Mais voilà, c'est ce genre de véhicule qui me tient à cœur, donc voilà, si vous attendez de moi que je vous dise une Clio RS ou un truc comme ça, ouais, il faudra attendre un petit peu parce que je connais pas bien ces modèles simplement. Donc ouais, grosso modo, je me prononce pas vraiment, je suis désolé. Alors, tu as une charmante épouse hyper cool. Ma question, tu as droit à combien de véhicules avant qu'elle ne pète un câble? Alors, Viblanc 3 maxi pour toi. Bof, putain, j'ai largement passé ce cap. Un joyeux Noël, merci. Également. Quant à l'invitation, j'y penserai si j'ai un souci de batterie, je te remercie. Il n'y a pas vraiment de règle, sauf qu'en fait, là, simplement, elle me disait qu'elle a du mal à passer
entre les bagnoles. Pas qu'elles soient particulièrement grosses, bien au contraire, mais c'est vrai que ça commence à devenir un peu problématique, comme je vais vous le montrer. Et la règle, non, il n'y en a pas vraiment, hein. Je fais ce que je veux. Seulement, à un moment donné, elle va commencer à me les broyer, donc bah, je ferai ce qu'il faut, probablement. Pas de malentendu, hein, on parle bien de revendre un véhicule. Alors Fabien qui me pose la question, quelle utilisation de chacune, quel est le daily, lesquelles imagines-tu conserver sur la durée, de celles vendues, lesquelles regrettes-tu, comment les assures-tu, collection, flotte? Alors j'ai déjà répondu à cette dernière question. De celles que j'ai vendues, lesquelles je regrette le plus, probablement la M5 E39, fabuleuse expérience que cette voiture, ça me manque vraiment. Pour un tas de raisons, mais il y en a également d'autres où finalement ça s'explique un peu moins. Ma première Alpha, qui est la 33, que j'ai beaucoup aimé. Probablement la Carlson C28 sur base de 190E, que j'ai trouvé vraiment exceptionnelle, sonorité inoubliable notamment, et puis globalement très agréable à conduire. Voilà, si je devais en citer quelques-unes, en tout cas ce serait celle-ci. Lesquelles j'aimerais conserver? La Stone, bien évidemment, j'aimerais vraiment la garder. La 330 Ci, du peu que j'ai pu l'utiliser jusqu'à maintenant, je pense que c'est bien un véhicule que je pourrais garder un moment, parce que ça fait un moment que je cherche cette combinaison pour ce qui est du plaisir de conduite, de facilité d'utilisation, de conso, etc. Celle-là, elle coche toutes les cases pour une utilisation à peu près quotidienne, on va dire, donc je pense que je vais pouvoir la garder un moment. La Caprice, c'est aussi un véhicule que j'aimerais beaucoup garder parce que bah, c'est super fun en fait comme bagnole, ça paraît pas comme ça, mais c'est une bagnole que j'aime beaucoup utiliser, que ce soit simplement pour m'amuser ou pour la balade, c'est toujours un plaisir. Euh, à côté de ça, le ML en fait, je pense que je vais le garder, mais c'est pas totalement volontaire dans le sens où finalement j'ai surtout rien à gagner à la vendre. Donc voilà, pour le moment, je pense qu'on peut partir sur celle-ci. Daily, ouais, bon, on va dire, vu le nombre de voitures, j'arrive à les utiliser un petit peu régulièrement, chacune. Et quelle utilisation? Bah, finalement, c'est un peu de ça que je parlais. Voilà, le ML, c'est le laborieux du groupe, vous l'avez sans doute compris. La Sun, c'est exceptionnel, mais il faut dire que pour l'instant, elle n'est pas totalement en état d'en profiter à 100%. Ouais, sinon, bah pour les autres, il faut avouer qu'en fait, simplement, quand elles sont derrière d'autres bagnoles, c'est moins facile de les utiliser. Alors, on poursuit. Tu comptes passer la 330 Ci en left-hand drive. Merci de ta réponse et bonne fête de fin d'année, bah, également. Non, je ne pense pas faire ça simplement parce que la conduite à droite ne me gêne absolument pas. C'est quand même énormément de travail. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure parce que c'est une question qui revient souvent. Donc non, je pense pas. Est-ce que tu as fait des études de mécanique auto? Pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. J'ai plutôt étudié le marketing, le graphisme et toutes ces choses-là, donc pour le coup, pas vraiment. À quand une voiture française sur la chaîne, genre 206 RC, ancienne Renault ou Citroën? Pff, aucune idée. Franchement, pas demain a priori. J'ai pas souvent d'opportunités sur ces modèles et ça m'attire pas vraiment plus que ça. Donc je ne sais pas vous dire. Pas dans l'immédiat en tout cas. Pour trouver une perle rare, j'imagine que tu passes beaucoup de temps sur les sites de vente. Combien justement et quels sont les critères qui attirent ta curiosité? Ça dépend des fois, sachant que quand je viens d'en acheter une, en général, pendant un moment, j'évite de m'y replonger, parce que j'ai simplement peur de tomber sur un truc que j'arriverai pas à ne pas acheter. Donc, quand je suis en recherche d'un modèle, bah, j'y vais une ou deux fois par jour, souvent sur le Bon Coin, comme beaucoup d'entre vous, mais quelquefois aussi ailleurs, hein, sur des forums ou autres, quelquefois on peut trouver des trucs sympas. Pour les critères, ben, c'est un petit peu comme toutes les voitures que j'ai eues, beaucoup de cylindres, ou du moins une disposition mécanique particulière. Euh, ouais, des bagnoles originales en fait. C'est vrai que même si quelques-unes dans ma flotte sont quand même plutôt banales, la 330, voilà, c'est une voiture qu'on voit assez régulièrement.
J'aime bien tester des trucs qu'on voit peu souvent. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça m'attire. Que conseillerais-tu à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la restauration soft? Quoi choisir comme véhicule, avec ou sans problème? C'est un peu difficile de répondre à cette question. Dans tous les cas, en fait, sachez que quand vous achèterez une voiture d'occasion, vous aurez toujours des choses à faire. Pour quelqu'un qui vous annoncerait que rien n'est à faire dans les mois ou années à venir, c'est faux. Il y a toujours des choses à faire, même sur une voiture très récente. Donc en fait, c'est peut-être ça, se lancer dans la restauration soft, c'est d'acheter un véhicule pas trop récent, parce que pour faire de la resto soi-même, il vaut mieux pas trop d'enjeux. Donc je dirais une voiture sous les 3 000 € probablement. Toujours pareil, fin 90, début 2000, ça me paraît pas mal. Plutôt 90 quand même, à mon avis. Sachant que c'est vrai que les véhicules qui ont un gros problème, qui explique un prix de vente très faible, ça peut être une bonne opportunité, mais souvent ça vous empêche aussi de la tester. Et donc à ce moment-là, on achète un petit peu à l'aveugle. Alors quelquefois ça se passe bien, et puis d'autres fois non. Voilà. Donc je pense que la réponse n'est pas forcément très claire, mais en même temps ça l'est pour personne, y compris pour les professionnels. Je pense qu'on n'est jamais 100% sûr de ce qu'on achète. Qu'est-ce que j'ai fait comme métier? Alors, qu'est-ce que je fais comme métier? Alors ça, j'en ai déjà parlé. Comment fais-tu pour te payer des voitures aussi chères? Ouf, aussi chères. C'est-à-dire qu'en fait, la voiture la plus chère que j'ai jamais achetée, c'est l'Aston à 12 000 €. Et les autres, elles doivent naviguer entre 1500 et 3 ou 4000. Autant dire que c'est pas forcément des voitures très chères. Enfin, il me semble. Les premières années, ça naviguait plus entre 0 et 500 d'ailleurs. J'en ai acheté une bonne dizaine ou une quinzaine à ces prix-là. Donc non, voilà, il n'y a pas de lien entre le métier, ce que je fais, et le prix des voitures, parce que je pense que c'est à la portée de n'importe qui pour le coup. Envisages-tu l'achat de véhicules électriques, même épave, la remettre en état à l'image de ce que fait Richbuild avec ses Tesla? En fait, simplement, je crois que c'est pas à ma portée financièrement pour le moment, et j'ai pas d'opportunité. Je saurai quand ça se présentera. Je ne me prononce pas encore pour la question, mais bon, j'admets que ça me passionne pas plus que ça, l'électrique. Je crois pas trop à cette technologie. En tout cas, pas avec les batteries. Salut, c'est quoi le nom du chat? Eh bien, il y en a deux. C'est pas de chance, ils sont pas dans le coin actuellement. Donc il y a Miou, le mien, la Frostaigne. Et le chat de ma copine, c'est Whisky, un affreux trouillard. Voilà, mais on l'aime bien quand même. Que penses-tu des youtubeurs français automobiles, Akram, etc. Joker, je peux pas me prononcer sur ces questions. Cependant, ça n'exclut pas que j'apprécie certains d'entre eux. N'est-il pas temps de déménager dans un garage de 200 mètres carrés avec maison attenante avant le divorce? C'est probablement une très bonne suggestion, mais c'est pas sûr que ça puisse résoudre quoi que ce soit, puisque je passerai probablement encore plus de temps sur les bagnoles, et c'est pas forcément une super idée. Alors, question suivante. On voit quand même pas terrible ici. Qu'est-ce que c'est que ce classe R? Alors oui, le classe R, c'est plus celui de mes parents. Ça m'empêchera pas de vous le présenter si vous le souhaitez. Et si j'en suis content, oui et non. En fait, je pense que c'est un véhicule qui propose une combinaison de caractéristiques peu communes, et pour ça, il remplit sa mission. Voilà, c'est un 6 places avec beaucoup d'espace justement pour les passagers, assez confortable, euh, plutôt agréable pour le voyage, avec beaucoup d'espace de chargement. Mais pour le reste, il faut avouer que, comme beaucoup de bagnoles modernes, je trouve ça très décevant, question qualité, finition et fiabilité. Donc, moyennement. Sur quoi aimes-tu le plus bricoler? Mécanique, cosmétique, sellerie? Merci pour ton contenu et ton humour. Merci à toi. En fait, j'aime bien varier, parce qu'au bout d'un moment, quoi qu'il en soit, ça finit toujours par me gaver un petit peu. J'aime bien varier les plaisirs, donc finalement, un petit peu de chaque, ça me plaît bien. Après, il faut avouer aussi que quelquefois, pour faire de la mécanique sérieusement, je manque un peu d'espace et d'organisation.
Mais non, ouais, c'est plutôt un peu de tout finalement. J'ai pas de préférence. Alors, tu préfères le V6 3 litres de Busso ou bien le L6 de la 330 CI? Plutôt le V6 en fait, parce que ce L6 en M54 il est quand même plutôt effacé, surtout si on le compare aux 6 cylindres BMW qu'on a connu précédemment. Je pense notamment au M50 que j'avais dans ma 325. Clairement pas le même monde et c'était nettement plus intéressant avant, même si aussi moins agréable en utilisation quotidienne. Encore une scène sportive, s'il y a Sylvia S13, S14 ou S15, peut-être même une Skyline GTT, GTS R32, 33 ou 34. Euh, des Sylvia, franchement, je pense pas parce que c'est sacrément difficile à trouver dans un état de conservation qui me convient. Je pense à tous les exemplaires qui ont été modifiés, bien ou mal d'ailleurs, pour faire du drift. Voilà, moi j'aime bien quand même des voitures dans leur configuration d'origine. Et celles-ci, elles sont quand même pas faciles à trouver comme ça. Une Skyline, peut-être dans les plus anciennes, pour qu'elle puisse avoir plus de 30 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être un jour, je sais pas. Ça me plairait bien en tout cas, c'est clairement des moteurs fantastiques qu'il y a sous le capot et des bagnoles qui le sont pas moins. Sur le métier, j'ai également répondu. Est-ce que ma copine me fait la gueule à chaque fois que je la filme? Oui, parce qu'elle aime pas ça simplement. C'est pas qu'elle fait toujours la gueule, c'est qu'elle aime pas qu'on la filme. C'est une timidité, qu'est-ce que vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres youtubeurs auto à venir sur la chaîne? Sinon, continue ce que tu fais, merci. Euh, Bah, pour le moment, non, pas vraiment. Après, je suis en contact avec certains d'entre eux. J'exclus aucune collaboration, aucune rencontre en tout cas. Je suis toujours preneur de projets collaboratifs. Est-ce que je garde la MGF pour le plaisir ou parce qu'elle est invendable? C'est une bonne question. Non, en fait, c'est simplement que je n'ai pas l'autorisation de la vendre pour l'instant, puisque madame n'est pas du tout d'accord. Elle veut qu'on la garde pour l'instant, donc je ne prends pas le risque de la vendre pour l'instant. Je tiens à ma vie. Me conseillerais-tu une 316i, une, hein, j'insiste, E36 pour jeune conducteur en première voiture? Ben, oui, si tu sais te tenir, oui, parce que ça reste une propulsion un peu ancienne. Après, voilà, moi j'ai quand même commencé sur ce genre de bagnole, donc je dirais à personne de ne pas le faire parce que j'ai pas eu de problème, mais ça dépend ensuite de ta capacité à rester sur la route et éviter les trottoirs, je dirais. Sinon, bah, c'est un petit peu en lien avec une question précédente, ce genre de voiture qui se bricole très bien, entre guillemets. Alors j'ai craqué pour une E34 suite à la découverte de ta chaîne. Ma femme te remercie d'ailleurs pour cette nouvelle passion. Je pense que c'est ironique. Je ne désespère pas d'en voir une dans ton parc un jour, quand une boutique de goodies pour te soutenir vraiment. Euh, ouais, une 34 j'aimerais bien. Et bah, pour la boutique, pour l'instant c'est pas prévu en fait. J'ai bien en fait sorti une série de stickers, mais pour l'instant j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de ça. Bah, après s'il y en a qui sont vraiment preneurs, je me rends pas vraiment compte, simplement. Donc bah, faites-moi signe simplement et puis je ferai peut-être le nécessaire pour que vous puissiez vous en fournir. Y a-t-il un projet qui s'avérait trop ambitieux et que tu as finalement regretté? Je suis un peu en train de regretter l'histoire de la 480 parce que j'y ai passé trop de temps, mais j'en suis au stade où je profite pas encore vraiment de la voiture, donc c'est trop tôt pour se prononcer. Avec l'expérience, je sais que on peut être amer quelque temps et puis finalement vraiment profiter de la voiture. Donc peut-être plus une 320i cabriolet qui était dans un état vraiment très très défraîchi et qui m'a posé beaucoup de problèmes, sur laquelle j'ai commis quelques erreurs en plus qui m'ont fait perdre beaucoup de temps. Donc ouais, peut-être celle-ci, mais finalement d'autres pas vraiment. Quel est le budget de la réparation de la Stone et de la GTA? Je ne sais pas. Je ne sais pas, comme je disais un peu avant, je ne tiens pas de compte sur mes investissements sur ces voitures, donc je ne sais pas du tout. À vue de nez sur la Stone, pas mal quand même, parce que j'ai dû acheter un moteur, une boîte, etc. Ça commence à chiffrer, je pense, au moins 10 000. Ouais, par là. J'aime beaucoup ta chaîne et j'ai découvert il y a quelques mois, j'ai découvert la série sur la Stone et je te trouve d'un calme à toute épreuve. Ça doit être la proximité avec la Suisse, bah peut-être, mais malgré tout, je suis pas là depuis si longtemps que ça. Et j'aime bien tes commentaires en off, toujours très pédagogue.
Prochain véhicule, le fameux Classe R, qui n'est peut-être pas à toi d'ailleurs. Bah, ça c'est bien vu, effectivement, puisque c'est pas tout à fait le cas. Une Panamera, non, je pense pas. Une 911, BMW Alpina Hardque, Mercedes Carlson à nouveau. Je doute que l'opportunité se présente pour les dernières citées. Une Alpina, ce serait. Enfin, je viens bien volontiers, mais ça se trouve pas simplement, ça se trouve pas vraiment et c'est très difficile à importer. Une 911, j'ai bien peur que ça soit plus vraiment accessible pour moi. Même si pendant un temps, la 916 me faisait de l'œil à côté de l'Aston, mais j'ai choisi mon camp. Alors, salut, super cette initiative. Moi qui suis Fordiste, le fait de ne pas en avoir est-il voulu ou juste un manque d'opportunité? Non, j'aime beaucoup les Ford. En fait, je trouve que c'est des véhicules, même avec des moteurs très basiques, qui sont très fun à conduire. Mais ouais, j'ai pas eu d'opportunité. C'est vrai que j'en ai jamais eu. J'ai failli avoir une Sierra XR 4i avec le V6 Cologne. Seulement, on s'est pas entendu sur le prix et finalement, c'est pas plus mal parce que la voiture était quand même très fatiguée. Avec ce moteur, cependant, je ne désespère pas un jour de pouvoir obtenir une TVR. Et les Ford en général, ouais, il y a beaucoup de modèles qui me font envie, mais j'ai pas encore pu en acheter. Voilà, donc c'est pas exclu que ça arrive plus tard. Une Lotus Speedster Caterham, un rotatif ou les 4, bordel de Dieu. Ben oui, j'aimerais bien aussi. Mais là, c'est un peu cher aussi, hein, il faut dire. J'ai quand même un budget très réduit, mais on sait jamais, après tout. J'adore ce que tu fais en général. Sur quel site trouves-tu les voitures et comment tu les choisis? Alors en France, comme je le disais, pas mal sur Le Bon Coin, beaucoup sur les forums également. Je fais quand même le tour de tous les sites d'annonces en général et quelquefois bien m'en prend, puisque par exemple la Stone, je l'ai trouvé sur un obscur site d'annonces suisse dont je me rappelle même plus le nom. Et en Angleterre, Gumtree ou Autotrader. Ensuite, pour les choisir, ben, c'est un petit peu au feeling, en fonction du prix. Moi, c'est un gros critère pour moi. Je les choisis en général pas trop cher et avec des travaux à faire. Ben, sinon, c'est parce que j'ai rien à vous montrer. Et il faut dire que ben, quand j'ai pas grand chose à faire sur une voiture, en général, je la vends parce que je m'ennuie. Comment évolue la chère petite Volvo? Ça avance, ça recule. C'est un petit peu la galère, mais on va y arriver, vous verrez. Quand est-ce que je rachète une BMW E39? Probablement un de ces quatre, hein, je vous le cacherai pas, parce que même si j'en ai aucune en vue, je sais que c'est toujours une voiture qui m'attire. Que nous conseillerais-tu par rapport à tes compétences en mécanique et carrosserie afin de pouvoir progresser avec méthode? Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de guide miracle non plus. Il faut acheter des bagnoles qui ont des problèmes, les résoudre et puis gagner en confiance. Je pense que c'est aussi beaucoup de ça. Euh, En tout cas, c'était mon cas. Voilà, j'ai acheté des bagnoles, j'ai eu des problèmes que heureusement j'ai pu résoudre. J'ai eu sûrement de la chance d'ailleurs. Et c'est ça qui m'a permis d'accumuler de l'expérience, sachant que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et après, c'est vrai qu'Internet joue un rôle prépondérant quand même, hein, parce que sur les questions qu'on se pose finalement, quand on fait des recherches dessus, on se rend compte que très souvent, on peut obtenir une réponse assez précise. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu un mélange de tout ça. Faut pas hésiter à se lancer et aller se renseigner, mais très honnêtement, c'est pas souvent dans des RTA ou autres qu'on va apprendre le plus de choses. Antonin, oui, je sais pourquoi tu poses cette question. Probablement que la dernière rencontre à Uriage t'as gardé un bon souvenir, j'espère en tout cas. Ben justement, c'est pendant ce genre d'occasion, je pense que qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Peut-être l'été prochain à Uriage. Il y a une session en juin. Exceptionnellement, l'an dernier c'était très pluvieux, mais habituellement il y fait beau. Ce serait peut-être l'occasion de se rencontrer si vous le souhaitez. Ça peut également se faire à Aix-les-Bains ou au Bourget-du-Lac, il y a quelquefois des rassemblements qui sont organisés. Peut-être un jour à Lyon, à Autorétro. On verra. C'est pas impossible en tout cas. Alors, on me souhaite bonne fête, et ben merci encore une fois. Après ton dernier voyage in UK, je me suis demandé si on trouve des modèles exotiques en occasion avec volant à gauche, italienne, suédoise, etc. Si tu devais acheter une voiture avec du volume et un bon moteur, 150 chevaux plus, à peu près 1400 litres, une fois habitué les sièges, avec 8000 € max, pas de française ni d'allemande, ça commence à devenir un peu compliqué. Y a-t-il des particularités, sous-entendu des arnaques spécifiquement UK? Euh,
Est-ce qu'on trouve des modèles exotiques en occasion avec le volant à gauche? Oui, ça arrive, mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que du coup, les prix pratiqués là-bas sont à peu près aussi élevés que dans le reste de l'Europe, donc c'est pas très intéressant. Cela dit, ça n'empêche pas de regarder, mais non, j'ai jamais trouvé quelque chose d'intéressant en conduite à gauche là-bas. Donc pour ta question ensuite, pas française ni allemande, probablement qu'on trouverait des choses chez les Japonais, mais peut-être pas en France. Bon là j'avoue que non, il n'y a rien qui me vient forcément à l'esprit. À voir. Non là je suis pas, c'est pas vraiment mon rayon. Je suis désolé. Des arnaques spécifiquement anglaises, pas forcément à mon sens en tout cas, puisque leur marché est très bien suivi. Par exemple, si le véhicule a été accidenté, je sais que c'est très facile de le savoir. Le suivi des contrôles techniques est accessible à tous. Donc non, non, leur système est globalement mieux foutu que le nôtre. Après, ça n'empêche pas d'être vigilant, hein. De toute façon, c'est comme ici, les voitures d'occasion sont des voitures d'occasion, et tout ce qui n'est pas dit n'est pas forcément d'actualité. Et inversement, donc on peut très bien avoir un véhicule soi-disant parfait et se retrouver avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais voilà, ça c'est le cas partout. Pourquoi le RHD pour la E46? Pour le prix. Donc cette voiture, je l'ai payée à peu près 2000 livres, ce qui nous fait à peu près 2400 euros, il me semble. Ça commence à devenir compliqué de trouver une 330 Ci à peu près propre en France à ce tarif, il me semble, y compris en Allemagne. Et sachant que la conduite à droite ne me pose pas du tout de problème, sachant que c'est la troisième, après c'est le cas 55 AMG et la MGF. J'ai fait beaucoup de kilomètres avec ces voitures, et voilà, je pense que c'est pas un problème, en tout cas moi je ne rencontre pas. Est-ce que j'arrive à rouler avec toutes? Non, pas souvent. Mais c'est pour d'autres raisons aussi, parce que simplement j'ai pas encore avancé sur tout autant que je le voudrais. Une magnifique photo qui témoigne de vos bons goûts et de votre éclectisme. Merci. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, en fait, cette idée de devoir chercher des bagnoles très différentes les unes des autres. Et c'est quelque chose que je défends et qui me semble vraiment très important, à savoir éviter les effets de fanatisme, on va dire, ou de clan pour des marques, des modèles ou des nationalités. Donc je pense que le tout est de s'intéresser à des modèles spécifiquement, sachant qu'il y en a de partout, de toutes les marques, de toutes les nationalités. Donc ce serait dommage de s'entêter dans une direction pour un modèle en particulier, par exemple, et de passer à côté de tout ce qui s'est fait dans l'automobile. Et il y en a un paquet de trucs qui sont intéressants. Penses-tu arriver à répondre à tout le monde d'ici 2020? Ben, j'espère bien. En tout cas, c'est en bonne voie. Alors, la suite, donc, déjà, super tes vidéos, j'adore, tu détailles bien ce que tu fais, tu es doué en détection de panne. Ma question, pourquoi ne fais-tu pas de l'automobile ton métier? Tu es bien meilleur que la plupart des mécanos pros. Alors, merci aussi. Je pense que concernant les mécanos pros, effectivement, la rumeur veut qu'ils soient tous mauvais. Je pense que, surtout, les bons sont déjà overbookés. En tout cas, ça se vérifie de mon expérience. Ceux que je connais qui sont effectivement doués, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous, donc ça peut s'expliquer. Il ne reste plus que les mauvais malheureusement. Peut-on t'acheter une de tes voitures? Oui, bien sûr. Quand j'en mets une en vente, vous pouvez l'acheter sans problème. Merci aussi en tout cas. À quand une bonne vieille Jaguar? Alors là, ça c'est une bonne question. J'ai une XJ40 qui est censée rejoindre la flotte depuis un bail maintenant, mais ça prend son temps, voilà, peut-être un jour. Oui. Comment fais-tu pour les achats-reventes de véhicules? Fais-tu les catégories dans les règles de l'art? Merci pour ton partage, continue sur les Allemandes, on adore ça. Je ne vais pas continuer que sur les Allemandes d'ailleurs, mais merci. Les achats-ventes, alors moi je préfère parler d'achats simplement parce que quand j'achète mes voitures, c'est jamais dans l'objectif de revente. Si c'est le cas, en tout cas à court terme, c'est parce que finalement, elles ne correspondent pas à mes besoins, en tout cas pas à celles aux besoins auxquels je les prédestinais. Fais-tu les catégories dans les règles? Oui, toujours. Parce que je considère que ça fait partie du potentiel de revente d'un véhicule, et lorsqu'on n'est pas plein aux as, il vaut mieux avoir toujours des véhicules prêts à être vendus au cas où. Pour diverses raisons. Tu m'échanges ton Aston Martin contre ma magnifique Fiat Panda 1,2 litre de 2009 avec un super... Ah bah c'est dommage, tu m'aurais proposé une Fiat Panda, une des premières, j'aurais probablement accepté, hein. Mais là, une voiture aussi récente, ça ne m'intéresse pas.
Bon ben voilà, j'ai répondu à quand même pas mal d'interrogations, ça a duré un petit moment, donc il faut que je me limite aussi en termes de temps, parce que ça fait déjà une vidéo plutôt longue. Si jamais vous tenez vraiment à répondre à une des questions que j'aurais malheureusement passé à la trappe, je vous laisse me refaire un commentaire et je vous répondrai à l'écrit en m'excusant bien sûr. Et on va un petit peu faire le tour de ce qui nous reste dans la flotte, puisque je me suis dit que certains d'entre vous étant arrivés dernièrement, peut-être qu'ils auraient pu louper une série de vidéos. Donc, je vais vous montrer ce qui reste et pour chacune d'entre elles, vous aurez l'occasion de voir ce que ça donne en vidéo de toute manière. Donc juste à côté, j'ai la DB7. Depuis la dernière vidéo, elle n'a pas bougé d'un pouce puisque j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Mais dans les prochaines semaines, j'espère que cette boîte pourra trouver sa place à coller à ce moteur pour enfin pouvoir en profiter un peu plus. Il y a déjà eu, il me semble, 13 vidéos à son sujet. Donc si jamais vous les avez pas visionnées, allez-y. Parce que vous ne serez pas déçus. Juste devant, nous avons la Prélude, que j'utilise de temps en temps maintenant, qui fonctionne plutôt bien. En tout cas, mécaniquement, c'est pas mal du tout. Les 4 roues directrices ne me posent plus de problème. À côté, nous avons le classe R, qui a interloqué certains d'entre vous. Donc c'est un R350, en essence évidemment. Hein. C'est le V6 3 litres 5, 272 chevaux. Et croyez-moi, il n'en faut pas moins. Si jamais ça vous dit, vous me faites signe et puis je vous ferai un petit essai de cet exemplaire, qui n'est pas le mien, mais qui est ici pour un petit moment, je pense. Ah, l'incassable ML, toujours le 320, toujours là à l'appel. Bon, ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi parce que j'en ai pas eu besoin, mais quand ça arrive, il est toujours disposé à rendre service, et je pense qu'il restera encore un bout de temps, puisque ça ne me semble absolument pas intéressant de le vendre dans son état, à son kilométrage, et vu le prix que j'ai payé, c'est-à-dire un peu trop cher avec le recul. La dernière venue, la 330 Ci, qui fera l'objet d'une petite présentation et d'une rénovation prochainement, parce qu'évidemment tout n'est pas parfait, même si normalement aujourd'hui elle devrait démarrer sans problème, ayant normalement résolu les problèmes électriques que j'avais. Voilà, impeccable. Comme je vous ai dit, j'allais vous répondre sur la question du passage d'une conduite à droite à une conduite à gauche. Alors c'est pas seulement quelque chose qui se limite au tableau de bord, on pourra le croire en premier abord ici, on dit bah oui, on change de tableau de bord, on bouge la colonne de direction et puis on y est. Mais non, vraiment pas. Là où on va le plus comprendre que ça pose de gros problèmes et que ça demande beaucoup de travail, c'est sous le capot. Puisque pour réaliser ce genre de travail, en fait, déjà, il faut déposer la mécanique pour avoir accès à cette colonne de direction. Il faut déplacer la boîte à fusible, et donc tous les boîtiers électriques, le faisceau qui va avec, le servo-frein, le mètre-cylindre, la pompe ABS, toutes les canalisations de frein,
Et en fait, l'ensemble du vaisseau à l'intérieur de la voiture est très probablement différent. Donc, vous voyez déjà qu'avec ça, ça fait déjà un très très gros travail. Sans citer tous les petits accessoires qui vont avec. En fait, pour ce genre de voiture, franchement, c'est pas du tout intéressant. La MGF qui est à côté de la Prélude. Celle-ci en hiver, il faut avouer que je l'utilise quand même moins souvent, mais elle roule toujours. Elle m'a toujours pas fait de joint de culasse pour ceux qui auraient l'esprit taquin. Comme tout cabriolet en hiver, je préfère la bâcher parce que ça a tendance à beaucoup prendre l'humidité. La Caprice qui a eu droit à sa pâture complète il y a quelques temps maintenant, mais qui n'est pas encore totalement finie. Le chat qui semble désespéré de ne pas me voir venir. Qu'est-ce qu'il y a, Minou? Ouais, j'aime beaucoup cette voiture. Comme je disais, je serais bien content de la garder encore un moment pour en profiter. Et encore devant, on a la 480 sur laquelle je travaille régulièrement, même si j'avance pas aussi vite que je le voudrais. Mais ça, c'est un petit peu la règle depuis que j'ai commencé dessus. Enfin bon, elle mérite quand même bien que je finisse par achever le travail et puis que je puisse en profiter. Enfin, Clara et moi. En parallèle de ces modèles, on a aussi la 316 Ti que vous avez vu, que je vous ai présenté il y a quelques temps. Et celle qui aurait dû faire l'objet d'une présentation, mais finalement j'ai pas eu le temps. La SV650. Comme vous l'avez vu, elle est bien gardée entre les deux V12, ce qui évidemment facilite pas les choses quand je veux l'utiliser. Mais j'espère bien que les beaux jours revenus, je pourrai enfin faire la vidéo que vous m'aviez demandé. Sachant que bon, je suis tout jeune moteur et peu expérimenté, alors il ne faut pas s'attendre à un regard très intéressant de ma part sur ce deux roues. Mais bon, comme vous pouvez le voir, chacune d'entre elles a encore besoin qu'on s'occupe d'elle. Donc des vidéos, il y en aura également sur d'autres à venir. Comme d'habitude, et égal à moi-même, j'ai pas de plan pour l'avenir, donc ça sera la surprise. Donc il est temps de se dire au revoir pour cette année. Et puis je reviendrai avec des nouveautés, bien évidemment. Lesquelles je ne sais toujours pas. Et je vous dis à la prochaine. Réveillez-les bien. Ciao!